Bonjour à tous, bienvenue à ce 17e webinaire du réseau alsacien de soins palliatifs qui va traiter aujourd'hui des démarches mortuaires et nous sommes ravis d'accueillir Monsieur Palmé que je vais laisser se présenter. Donc comme les fois précédentes, ce webinaire va se dérouler sur 20 minutes, une demi-heure avec un créneau d'à peu près 10 minutes réservé aux questions. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire et une bonne écoute et je vous dis à tout à l'heure. Merci beaucoup. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors effectivement, donc Monsieur Palmer, Yann, je suis le co-gérant d'une pompe funèbre privée sur Strasbourg, une entreprise franchisée mais indépendante à la fois, ce qui nous permet d'avoir un grand réseau autour de nous pour nous aider à travailler, mais aussi d'être indépendant en famille, puisque j'ai mon entreprise avec ma tante. J'ai beau être encore plutôt jeune, suivant comment est-ce qu'on considère la chose, d'avoir 33 ans, mais d'avoir 15 ans, par contre, d'expérience derrière moi, en tant que fossoyeur tout d'abord. Donc, fossoyeur, c'est la personne qui creuse les tombes. On va y revenir forcément un petit peu après, sur chaque dénomination et sur chaque métier aussi un petit peu. Puis marbrier, puis agent funéraire, puis assistant funéraire, puis conseiller funéraire. Donc ça, c'est la personne qui accueille la personne et les familles pour l'organisation des obsèques, puis directeur d'agence. C'est au bout de 15 ans que je me suis senti assez légitime pour pouvoir lancer mon entreprise. Et puis c'est un grand plaisir que du coup je suis présent avec vous aujourd'hui. Vous parler un petit peu du coup des démarches mortuaires, euh, mais pas que, pas forcément que. Alors je vais rester assez général et assez succinct, puisqu'on aura une bonne partie, donc 10 minutes de questions, chose qui sera d'autant plus intéressante. Donc, si jamais je survole un petit peu un petit slide ou un autre, bah, profitez-en, notez une chose ou deux, gardez-les pour les questions, ça sera d'autant plus chouette. Alors, j'ai effectivement prévu quelques thèmes, comme je le disais, généraux. Quel est le rôle d'une pompe funèbre après décès? Comment réagir selon le lieu de décès, puisqu'il peut être, les lieux de décès peuvent être multiples, ça peut être à domicile, ça peut être dans un établissement de soins, dans une maison de retraite, ou dans un cas un petit peu plus rare, j'en vous en parlerai également. Quelques données légales encadrant les obsèques. Alors, je vais rester très succinct là aussi, mais c'est les données légales qui vont surtout concerner les moments juste après le décès, donc les moments où soignants et pompes funèbres se retrouvent souvent un petit peu sur quelque chose d'assez commun. Donc, je trouvais plus intéressant de vous parler de cela que de vous parler de nos innombrables petites lois d'organisation d'obsèques, même si il y en a quelques-unes, j'en ai glissé une, en tout cas, ou deux, pour vous en parler également. Et j'ai prévu en dernier lieu, c'est si j'y arrive, parce que j'ai tendance à papoter un petit peu par moment, faire respecter ses volontés, chose qui est importante, surtout lorsqu'on est mandataire judiciaire, tuteur pour les personnes dont on s'occupe, mais ce sont les contrats obsèques. Euh, voilà, pour le thème du jour. Je perds pas plus de temps, je continue tout de suite. Et on va sur quel est le rôle d'une pompe funèbre après décès, puisque ça va être le plus gros de notre petit webinaire. Alors, le rôle d'une pompe funèbre après décès, je me suis permis de mettre notre logo en gros, c'est osé un petit peu, mais pas pour rien, c'est parce que vous le voyez en bas, en orange, il est écrit un engagement de chaque instant. C'est quelque chose qui, pour moi, dans notre métier, dans notre profession, doit être est primordial, doit être mis en avant. Si j'ai l'air un petit peu fatigué aujourd'hui, c'est pas pour rien. C'est parce que justement, nous sommes à chaque instant en train de travailler. Nous sommes d'astreinte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Donc, dans le cas d'une petite société comme la mienne, bah, nous sommes deux. Donc on est d'astreinte 7 jours sur 7, quoi qu'il advienne également. Cette nuit, une famille a eu besoin de nous. Donc on a Voilà. Donc cette nuit, on est allé faire un transfert à domicile chez une personne de 2 heures jusqu'à à peu près 5 heures du matin. Euh, il faut être là, il faut être présent, il faut pouvoir rassurer les personnes sur l'instant, tout de suite. C'est le moment le plus important pour elles. Tout le reste ensuite courra
beaucoup plus simplement de source quand vous avez réussi à capter les gens, à les rassurer, à les écouter. Et il faut de nouveau être à l'agence ensuite à 9h pour continuer. Donc c'est vrai que ça vous laisse, voilà, ça vous laisse peu de temps. J'ai préparé ce petit schéma très simple pour vous expliquer un petit peu comment se passe pour nous, en tant que pompe funèbre, tout l'organigramme, toute la logistique un petit peu qui s'organise autour des obsèques. Je vous en parlais, le transfert. Alors, le transfert, hop, je vais faire un petit saut par ici. Donc, le transfert, c'est le moment qui intervient tout de suite après le décès. Le décès peut intervenir dans différents lieux. Donc, ça va être à domicile. Alors, c'est un cas qui est de plus en plus présent. C'est une chose qui avait disparu pendant les 10-20 dernières années. Les décès avaient tous lieu quasiment soit en hôpitaux, cliniques ou maisons de retraite, mais c'est vrai qu'à présent, avec les HAD qui sont de plus en plus présentes, eh bien, c'est quelque chose qui revient énormément. À titre d'exemple, moi, sur les 20 derniers obsèques que j'ai pu organiser, j'en ai eu 10 à peu près, de personnes dont j'ai cherché à domicile, et sur les 10, il y en a 5 qui étaient en HAD. Donc c'est quand même une part très importante. Dans le cas d'un décès à domicile, j'en parle, ça me semble du coup primordial de le faire, puisque c'est la famille qui peut être face à ce moment-là, mais ça peut aussi être une infirmière en HAD qui se retrouve face à ce cas-là. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai un petit peu détaillé, donc il convient de contacter un médecin qui constatera le décès et établir le certificat de décès. C'est le papier bleu en plusieurs volets que vous avez peut-être déjà vu, en palliatif, en gériatrie ou en maison de retraite, c'est assez courant, malheureusement. Ce dernier comportera les informations suivantes: l'identité du défunt, la date, l'heure, le lieu du décès, ainsi que diverses informations confidentielles concernant les raisons du décès. Effectivement, nous, en tant que pompe funèbre, on n'a absolument pas accès à cette partie qui est repliée. Quand c'est le cas, on fait bien en sorte qu'il soit très vite fermé. Ça, c'est à domicile. Nous, en tant que pompe funèbre, dans le cadre de notre métier, nous n'avons pas le droit d'intervenir tant que le médecin n'est pas passé, constaté le décès et n'a pas fait ce certificat de décès. Si nous le faisons, nous sommes en dehors du cadre de la loi. Ça nous est strictement interdit. Lorsqu'une infirmière en HAD contacte SOS médecin, par exemple, elle peut se retrouver face à une situation un petit peu compliquée. C'est le cas que j'ai assez souvent, puisque le médecin lui dit, écoutez, la personne est décédée, ce n'est donc pas un cas d'urgence pour nous, chose qui se comprend en plus tout à fait. Ils ont des vivants dont ils doivent s'occuper. Malgré tout, pour nous, c'est une situation d'urgence parce que les vivants sont là, autour, en train de vivre quelque chose de terrible, de déchirant. Donc, il faut pouvoir intervenir. Mais ils peuvent mettre, disons, vous les appelez à 8h, ils peuvent intervenir à 18h. Ça arrive, effectivement. Donc, la personne reste toute la journée, là, dans ce cas, au domicile. Quoi faire si jamais c'est ce cas-là? On a toujours tendance, alors ça va être très pratique, là, sur cette petite question, on a toujours tendance à ouvrir les fenêtres, à aérer, à faire alors non, faire tout le contraire. Il faut surtout fermer les fenêtres, les calfeutrer, ne pas forcément faire rentrer trop de lumière non plus. Tout cela pour ralentir un petit peu tout le processus qu'on imagine qui commence déjà tout de suite. Si les personnes sont en couche ou autre, on va lui laisser, quoi qu'il advienne, il faudra. S'il y a des pains de glace, de quoi rafraîchir, eh bien, il faut pouvoir le mettre un petit peu sous la personne. Pas besoin d'en mettre trop non plus. Une personne défunte, ça va largement une journée. Il ne faut pas non plus surpaniquer. Il faut pouvoir gérer la chose tranquillement. Mais une journée, ça tient. Ça. Une fois que le médecin est passé, le réflexe d'après, que ce soit une infirmière ou la famille, c'est d'appeler la pompe funèbre. Quoi qu'il advienne, les pompes funèbres sont normalement toutes d'astreinte, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Donc, normalement, vous avez toujours quelqu'un au bout du fil qui intervient. Soit il intervient de suite, soit il intervient dans les quelques heures qui suivent pour laisser un temps à la famille, à quelqu'un de vouloir venir, pour se recueillir encore un petit moment, parce que c'est quelque chose qu'il faut respecter aussi.
chacun a ses sensibilités, en tout cas dans les familles. Il faut leur laisser le temps pour réagir, pour s'y faire, pour réussir à laisser partir le sien aussi. Que ce soit une HAD ou un décès qui est soudain. Dans les deux cas, eh ben, on n'est pas prêt. On ne l'est jamais. Donc, voilà, il faut se laisser porter par la chose et puis se laisser sentir à cela. J'en viens au cas d'un décès dans un établissement de santé, donc une maison de retraite, hôpital, clinique. C'est quelque chose de beaucoup plus simple en soi. C'est écrit, c'est un médecin de l'établissement de santé qui établira le certificat de décès. Donc, quand nous, pompes funèbres, nous sommes appelés, le certificat de décès est toujours quasiment dans le moment établi. On peut intervenir rapidement. Dans les établissements de santé, c'est très rare qu'on puisse intervenir en dehors, je dirais, des heures de bureau. Alors, ça fait 15 ans que je travaille dans le funéraire, ça fait 15 ans que j'attends que les défunts ne partent que dans les heures de bureau, mais ça n'arrive toujours pas. Donc, malgré tout, à l'hôpital, oui, là, on intervient toujours dans ces heures-là, à peu près. En maison de retraite, c'est un petit peu différent. Ça va dépendre du cas de chaque maison de retraite, à chaque fois un petit peu. Et on s'y adapte. On est là pour être avec elles, les écouter et faire en fonction de leurs besoins. Ça peut être un moment de repas, donc on va venir avant, on va venir après. Ça peut être un moment où ils n'ont pas assez de personnel pendant la nuit pour gérer cela, donc on fait au mieux. On s'y adapte à chaque fois. Le troisième cas, alors, je vous l'ai dit tout au début, il est beaucoup plus rare, plus particulier, mais il existe. Et je l'ai vécu il y a encore tout juste un mois. C'est dans le cadre d'un décès sur réquisition judiciaire. Alors, je l'ai vécu ce mois-ci avec une personne en maison de retraite qui malheureusement n'avait plus la patience, ne voulait plus rester avec nous et qui a décidé de partir un petit peu plus tôt. Dans le cas où on décide de partir par suicide, il y a quasi à chaque fois une enquête, une autopsie de police qui est faite par la médecine légale. Et ensuite, c'est le parquet. Donc, le parquet, le tribunal de Strasbourg, qui libère, si on peut dire ça comme ça, la personne à la féminine à nouveau pour qu'on puisse tous en prendre soin, commencer les obsèques et continuer sur tout cela. Ça peut prendre quelques jours. Euh, il faut le dire aux familles, hein, si jamais ça arrive dans une maison de retraite, voilà, que ce cas-là, il faut être prêt à pouvoir revoir, si on peut, son proche que dans plusieurs jours. À organiser et commencer à organiser les obsèques seulement dans plusieurs jours, là aussi. On intervient aussi dans d'autres cas, pas que dans les maisons de retraite, parce que c'est des réquisitions judiciaires, mais aussi des homicides, forcément, des accidents de la route, des suicides tout à fait classiques à domicile aussi, forcément. Aujourd'hui, à Strasbourg, en tout cas, il n'y a plus qu'une seule entreprise qui le fait. Il faut quand même être paré à le faire. Je l'ai fait personnellement pendant 6-7 ans. Et bon, humainement, c'est vrai que ça laisse des traces. C'est compliqué, puisque dans les pompes funèbres, nous ne sommes pas suivis à aucun moment psychologiquement, malheureusement, pour l'instant. Donc, j'espère que ça viendra un jour. Donc, voilà sur les 3 grands cas de décès qui peuvent intervenir. Alors, j'en reviens à notre rôle en tant que pompe funèbre sur ce schéma très simple, puisque le transfert, c'est ce qu'on vient de voir à l'instant. C'est prendre en charge la personne en laissant le temps à la famille ou en laissant le temps aux soignants sur place de pouvoir être prêts selon leur travail sur le moment pour venir chercher la personne. On va transporter ensuite le défunt sur un funérarium, une chambre funéraire, une morgue. Il y a pléthore de noms qui existent, une chambre mortuaire. Alors là, par contre, on a ce qu'il faut. À Strasbourg, dans le coin, c'est le pôle funéraire de Strasbourg qui est le lieu prévu pour cela. L'étape d'après, c'est la réception de la famille, donc c'est assez complet quand on regarde un petit peu tout l'organigramme de la chose. La réception de la famille, donc ça va être le moment où on est avec eux en magasin, en agence, pour organiser les obsèques, du début jusqu'à la fin. C'est un moment qui, pour moi en tout cas, parce que j'ai tendance à parler un petit peu, et à tout voir en détail à chaque fois, parce qu'on a toujours des doutes, des questions. J'aime pas en laisser une seule en suspens pour des personnes qui sont
voilà, un petit peu dans un moment difficile, qui peut durer de 3 heures, tout de même. Mais lorsqu'on finit et qu'on ressort de cette réception de famille, en tant que personne proche, on n'a plus de questions, normalement. Les obsèques et tout ce qui va suivre ensuite là, sur le tableau se met en place complètement, du début jusqu'à la fin. Alors, la réception de famille, j'y reviendrai un petit peu après, si j'ai le temps, si j'y arrive, puisque, ouais. La toilette et l'habillage, alors ça, c'est l'une de nos tâches. On prend le relais. Alors, on peut prendre le relais parce que la maison de retraite le fait souvent. Là aussi, ça dépend. Certaines le font, certaines ne le font pas. C'est absolument pas à nous, en final, de juger si elles le font, si elles le font pas bien ou autre. Mais on est là, nous en tout cas, pour prendre le relais, pour prendre soin du défunt du mieux qu'on le peut. Donc la toilette, ça va être quelque chose d'assez sommaire en soi, parce que nous ne sommes pas des thanatopracteurs. Ça, c'est les soins de conservation. Je ne l'ai pas mis volontairement, parce que c'est quelque chose qui est très peu pratiqué en Alsace, mais vraiment, c'est très culturel. Les soins de thanatopraxie sont, disons, allez, sur les 20 dernières obsèques aussi que j'ai fait, j'en ai fait un. C'est tout. Et vraiment, et c'est parce que la personne devait partir sur une très longue route à 1200 km pour qu'elle puisse voilà, partir de la meilleure manière possible. Mais sinon, pas du tout. C'est quelque chose qui est assez rude pour le corps défunt. C'est quelque chose qui est, bon, au niveau écolo, pas incroyable non plus, même si les produits maintenant qui sont utilisés commencent à être de plus en plus bio, mais bon, voilà. Et puis ça reste un coût. Ça reste un coût pour les familles, puisque les obsèques du début à la fin, c'est pas rien, malheureusement. Euh, je m'arrête là rapidement, parce que ça peut être une question qu'on a toujours un petit peu comme ça en tête. Mais une crémation, on a là des obsèques avec une crémation, ça peut coûter, selon l'opérateur funéraire, entre 2500 et puis 3500 euros, sur un petit peu les choix qu'on va faire aussi. Et une inhumation peut aller de 4500 à 6500 euros. C'est beaucoup plus important. Il y a toute une partie de cimetière, de monuments, etc., qui est un petit peu plus importante à ce moment-là. La toilette, nous, en tant que pompe funèbre, on va faire quelque chose d'assez sommaire. Effectivement, on a tout de même des formations pour pouvoir maquiller, reconstruire, si jamais c'est un accident, tout de même. On sait le faire, on peut le faire avec des pâtes, avec voilà, de la plastique. Le maquillage, c'est pas parce qu'on sait le faire qu'on aime le faire. On a toujours plus tendance à dénaturer la personne. Je pense que la laisser au naturel et la laisser comme elle est, c'est souvent le mieux, quoi qu'il advienne. Mais par contre, de lui faire un bel habillage, ça oui, nous savons le faire. On procède un petit peu avec les mêmes principes que les personnes qui sont soignantes et qui apportent leurs soins aux personnes qui sont plus forcément mobiles. C'est exactement les mêmes principes. Une fois qu'on fait notre habillage, notre toilette, on peut être en mesure de mettre en bière la personne. Donc, mettre en bière, c'est un terme qui est encore très ancien, mais qu'on utilise constamment toujours, euh, pour mettre en cercueil la personne. C'est un moment où la famille peut revenir, mais aussi pour venir se recueillir, faire un salon. Juste après, la cérémonie, elle peut être civile, elle peut être religieuse. Si elle est religieuse, c'est à nous, pompe funèbre, d'aller trouver l'église, la paroisse, de les contacter, de venir vers le prêtre, vers le pasteur, vers l'imam, parce que ça existe également. Ils font aussi des cérémonies à la mosquée, pas dans tous les cas. Il faut que c'est un petit peu plus directement. Lorsque c'est dans le judaïsme, c'est très direct, c'est très rapide, ça se passe dans les 24 heures, sans passer forcément par où que ce soit, sauf le cimetière, c'est là-bas que ça se passe. Mais les personnes laïques, eh ben, ont aussi maintenant quelque chose qui prend vraiment le pas. C'est la cérémonie civile. Ça devient de plus en plus présent. Je dirais qu'à 60% maintenant, nous, on fait des cérémonies civiles. Des cérémonies civiles, c'est nous, pompes funèbres, qui prenons le relais pour guider la famille. On écrit une cérémonie, alors très symbolique, très autour du défunt, de la personne qui vient de partir. Alors, il y a le moment de réception de famille, on organise les obsèques, et en tout cas, c'est une autre manière de faire, à moi et à ma tante, de revenir pour un deuxième rendez-vous, soit par téléphone ou de visu, parce que de visu, il n'y a toujours rien de mieux que cela, pour parler de la personne et de faire que cela.
Et on écrit toute la cérémonie, à chaque fois, du début jusqu'à la fin, sans avoir une trame à suivre, euh, autour de ce qu'elle était. C'est important. Voilà. Donc, c'est pas parce que nous, on est pompe funèbre et qu'on prend le temps de le faire qu'on peut être la famille non plus. On n'aura jamais les ressentis, on n'aura jamais la sensibilité pour pouvoir parler de la personne. Donc, on invite les gens à être présents aussi, à être participatifs là-dedans. Mais bah, chacun fait comme il le peut, malheureusement, ça c'est certain. Une fois que les cérémonies civiles se passent, ou religieuses, alors religieuse, c'est souvent plus à l'église, elle peut aussi se faire dans une salle laïque, dans laquelle on ajoute quelques emblèmes religieux. Tout ça se fait la plupart du temps pour quasi tout le Bas-Rhin au centre funéraire de la Robertsau, puisque c'est le seul endroit, pour l'instant, dans le Bas-Rhin, où il y a des salles pour organiser des cérémonies dans ce style-là, et donc civil également. S'ensuit forcément, quoi qu'il advienne, ce qu'il n'y a pas encore d'autres moyens en France pour l'instant de faire partir une personne, doucement mais sûrement. Il n'y a pas l'immunisation, il n'y a rien de tout ça. C'est des concepts qui sont en train d'arriver. Ils sont en test en Belgique, aux Pays-Bas, qui sont utilisés en Californie, mais pas encore en France. Donc il y a l'inhumation, chose qu'on connaît, très traditionnelle. L'inhumation, c'est le fait de mettre le cercueil en terre. Et la crémation. La crémation, c'est quelque chose d'un petit peu plus brutal, mais là aussi, culturellement, c'est comme pour les soins de thanatopraxie. En Alsace, on est quasiment à 70% de crémation contre 30 d'inhumation, alors qu'en France, eh bien, c'est à 200% le contraire. On est à 70% d'inhumation contre 30% de crémation en France. C'est culturel, c'est parce que l'Alsace a été très protestante par rapport au reste de la France pendant longtemps, c'est parce que l'Allemagne est proche, parce que la Suisse est proche. Et dans ces pays-là, les crémations sont présentes à quasiment 90% maintenant, surtout en Suisse. Et voilà. La crémation se passe au crématorium, là aussi, de Strasbourg. C'est le seul pour l'instant qui existe. Il y en a un deuxième qui va arriver dans quelques années sur Haguenau, qui sera privé, qui ne sera pas public comme celui de Strasbourg. Dans le cas d'une crémation, il y a donc la destination des cendres. Ensuite, c'est toujours nous, la pompe funèbre, qui intervenons dans ce cas-là. Euh, Puisque la crémation se démocratise, les lieux de sépulture se démocratisent aussi. Et c'est quelque chose de chouette, parce que c'est quelque chose d'assez moderne. Euh, on peut trouver des inhumations d'urnes dans les tombes familiales, ça c'est quelque chose d'assez classique. On peut trouver la dispersion en pleine nature. Nous, on l'encourage beaucoup, parce que c'est quelque chose qui peut se faire dans un lieu qu'on aime, tous ensemble, qui peut être très très beau. Ça peut se faire dans des rosiers du souvenir, donc il y a un aspect écologique qui est présent. Il y a un lieu du souvenir qui est présent aussi. Et, euh, et point de vue coût, c'est quelque chose pour les familles qui est intéressant. Il faut le dire aussi, parce que ça existe. Il y a également les dispersions dans les jardins du souvenir. Ça, c'est quelque chose qui existe, oui, qui est très impersonnel, puisque la famille n'aura pas de lieu pour se recueillir. Il existe deux cas. Soit il y a un grand puits dans lequel on déverse les cendres, soit on creuse un petit lopin de terre sur le cimetière, on inhume les cendres à cet endroit-là et on referme. Et c'est tout. À ce moment-là, les obsèques sont finis. L'inhumation, c'était fini bien avant. C'était fini lorsque le cercueil est descendu en terre. La destination des cendres, c'est l'étape d'après. Ça ne concernait que la crémation. Ce qui vient après, c'est pas rien non plus, puisque les obsèques, c'est un grand pan. C'est nous, les pompes funèbres, qui sommes présents pour ça, pour accompagner les familles sur toutes les étapes que vous avez vues. Mais ensuite, j'ai tendance à dire pour les familles que le plus compliqué commence là à nouveau, par contre, du point de vue administratif. C'est déclarer le décès. Et elles ont souvent toutes ces questions-là tout de suite, dès le moment du décès. Mais vraiment, dans l'heure où vous avez le décès à domicile, les infirmières qui peuvent m'appeler des fois, qui sont à domicile, ont déjà ces questions-là qui viennent. Et il faut pouvoir être prêt aussi. Donc, nous, pompes funèbres, on va déclarer le décès, on va s'occuper de tout l'administratif du début jusqu'à la fin, quoi qu'il advienne. Mais après, les obsèques, nous, en tout cas, notre société, on a mis en place avec des juristes un service qui prend en charge tous les papiers. Et ça existe dans d'autres pompes funèbres, hein, dans d'autres confrères, chez d'autres confrères, pardon. Et c'est quelque chose de chouette. Parce que c'est un parcours du combattant, pas possible. Donc c'est plutôt bien qu'il y ait ces choses-là qui existent. Je ne veux pas rentrer dans le détail là-dessus. C'est là. La fin de vie digitale, c'est un petit peu barbare, mais je voulais le mettre. Euh,
Je crois qu'à Strasbourg, par contre, on doit être les seuls à le proposer, puisque c'est une petite start-up de jeunes qui se sont lancés là-dessus sur Bordeaux. Mais c'est important de plus en plus, puisqu'Internet, c'est ce qu'on est en train d'utiliser là. On n'est pas en présentiel, on est tous par Internet en train de faire le webinaire. Donc, on a tous une adresse mail, on a tous des comptes sur les réseaux sociaux. Voilà, on a tous pas mal de choses qui maintenant sont créées. Mais lorsqu'on part, et ben, toutes ces choses-là restent. Ça peut être usurpé, ça peut traîner de longs moments. On peut venir vous souhaiter un anniversaire très malvenu quelques mois après sur les réseaux. Et donc, nous, voilà, avec cette petite entreprise, on est là pour prendre le relais et supprimer tout ça et puis faire disparaître digitalement la personne. Je l'ai mis ensuite en beaucoup plus scintillant comme ça, puisque ça n'a plus grand-chose finalement à voir avec la pompe funèbre, mais nous le sommes aussi. On est aussi marbrier. On n'est pas que la pompe funèbre, on est aussi alors sur le terrain et au cimetière pour proposer ensuite aux familles des monuments funéraires. Je peux en parler plus, j'imagine très rapidement ce que c'est. Alors, suivant le temps qu'il est, bon, voilà, c'est une première approche en tout cas sur la première logistique qu'il peut y avoir. Je ne vais pas aller plus loin sur les autres thèmes, je pense que c'est déjà suffisant, ça permettra de discuter un petit peu sur quelques questions, sur quelques thèmes que vous auriez un petit peu plus détaillés en tête, et puis on pourra aller dessus. Si vous avez une question sur les thèmes qui étaient prévus aussi, juste là, les quelques données légales dans les obsèques, donc les départs de personnes, partir d'hôpitaux, partir de maisons de retraite, dans quelles conditions peuvent se faire les transports, comment faire respecter sa volonté sur les contrats. Vous pouvez aussi me poser la question et puis on va en discuter succinctement, avec grand plaisir. Alors, merci pour cette intervention. Est-ce qu'on a des questions? J'attends vos questions sur le chat ou sinon vous pouvez aussi demander à lever la main et intervenir directement. Qu'en est-il quand il s'agit d'indigents? Alors, très bonne question. Quand il s'agit d'indigents, nous, en tant qu'entreprise privée, pour nous, c'est assez compliqué parce qu'on se retrouve face à des familles, pas de famille, ça arrive, parce que dans les deux cas, on peut avoir des indigents qui sont déclarés ensuite. On fait appel à une pompe funèbre publique. Ça, à Strasbourg, c'est les pompes funèbres rhénales. Elles sont censées, elles le font pas forcément, ça dépend, mais elles sont censées prendre en charge toutes les personnes indigentes. Il y a une commission en mairie de Strasbourg qui se réunit et qui décide si oui ou non le défunt, la défunte peut passer en indigence. Si oui, à ce moment-là, la ville de Strasbourg prendra en charge les obsèques avec des associations, que ce soit Tandem, que ce soit voilà, genre d'associations qui prennent le relais. Elles vont aller vers un enterrement des obsèques très simple, une inhumation sans signe de remarque, sans rien, ou une crémation très basique également. Ça peut intervenir dans différents cas. Ça peut intervenir dans le cas de personnes, disons, soit SDF, retrouvées par la police ou autre, on n'a pas d'identité, on ne sait pas forcément, ça passe forcément d'indigence. Là, c'est un cas qui est rare, malgré tout. Ou alors, il y a toujours de la famille. Moi, c'est un cas que j'ai actuellement, on est en train de se battre pour qu'une famille puisse être prise en charge, justement, par cela, puisque nous, en tant qu'entreprise privée, on fait ce qu'on peut, on est humain, mais à un moment donné, on n'arrive pas non plus à avoir des réponses pour eux. Voilà, la personne décédée était au RSA, son fils est au RSA, il n'arrive pas à gérer quoi que ce soit. C'est sa mère qui faisait tout pour lui. Depuis le 21 juin, elle est toujours en chambre funéraire. La commission ne s'est toujours pas réunie. Alors, ça prend du temps. Donc voilà, pour ces personnes-là, ça va prendre du temps, malheureusement, à chaque fois. Ça peut être compliqué. Mais bon, les associations font franchement tout ce qu'elles peuvent. Les entreprises privées, quasi tous mes confrères en prennent aussi en charge. Nous, on le fait. Alors, on sait qu'on gagnera jamais d'argent, mais on peut pas non plus laisser les gens comme ça, dans le besoin. On peut pas. C'est juste pas possible. Les pompes funèbres rhénanes sont publiques. Donc, elles sont là pour prendre en charge ces personnes-là, mais à un moment donné, elles ont aussi des limites. Donc, elles ne peuvent pas tout prendre en charge. C'est comme ça que ça se passe pour les personnes indigentes. Alors, autre question, quand la personne n'a pas encore énoncé ses volontés, inhumation ou crémation, qui décide? Alors, quand ce n'est pas le cas, alors on peut le faire. Déjà, on peut déclarer ce qu'on veut dans un testament, on peut déclarer ce qu'on veut par un contrat obsèque.
Alors, j'y suis pas allé jusqu'au bout, mais c'était faire respecter ses volontés par les contrats obsèques. Il en existe deux grandes familles. Il existe ceux qui sont faits dans des banques ou dans des mutuelles, qui ne sont pas testamentaires. Et il existe ceux faits chez tous mes confrères, chez nous, dans les pompes funèbres, qui sont eux, par contre, testamentaires. On ne garantit pas du capital seulement, on garantit des prestations, du début jusqu'à la fin. J'ai des personnes qui ont fait des contrats, elles ont choisi, mais jusqu'au petit chant à l'église, le truc du début jusqu'à la fin, ou la virgule dans les DNA, tout pour l'annonce, par exemple. Là, elles sont assurées que tout sera pris en charge exactement comme elles le souhaitaient. Mais il est vrai, bah, tout le monde n'a pas forcément un contrat. Dans ce cas-là, c'est le pouvoir aux funérailles. C'est un terme qui est un petit peu barbare, je trouve. Mais le pouvoir aux funérailles, c'est la personne qui prend en charge les funérailles, qui a autorité dessus. Ça va être la famille proche la plupart du temps. En ascendant, ça va être les enfants, ça peut être un frère, ça peut être un ami. Alors, je le vois un petit peu venir aussi, s'il y a un conflit dans la famille, par exemple, et on ne s'entend pas forcément. Le frère veut organiser une certaine cérémonie pour son père, et puis la sœur n'est pas d'accord. Dans ce cas-là, nous, en tant que pompe funèbre, c'est pas nous de décider. On peut pas se permettre cela. On a quand même un recul à ce moment-là. Et voilà, on leur dit, bah écoutez, si vous ne souhaitez pas juste vous entendre et puis essayer d'organiser au mieux pour votre proche la plus belle des cérémonies possibles, qu'elle soit très simple, parce que quelque chose de très simple peut aussi être très digne et très respectueux, et ben on va faire intervenir le tribunal de grande instance. Et c'est le tribunal de grande instance qui, très rapidement, dans les 48 heures, va statuer sur qui prendra en charge les obsèques et qui décidera des volontés de la personne, qu'on n'avait pas émise forcément au départ. Après, on leur pose toujours la question, à chaque fois. Est-ce que vous en avez parlé un petit peu? Est-ce qu'elle a eu le temps, même si c'était tabou peut-être d'en parler, c'était difficile d'énoncer certaines choses? Est-ce que son mari ou sa femme a fait une inhumation ou une crémation, qu'il puisse ou qu'elle puisse la rejoindre dans les mêmes conditions, par amour ou par lien, ou ouais, c'est plutôt comme ça que ça va se passer à ce moment-là. Alors moi j'ai une petite question en tant qu'infirmière libérale, les familles. Alors quand on a des décès à domicile, je tiens juste à préciser que c'est pas forcément une hospitalisation à domicile. On a des infirmiers libéraux qui gèrent les fins de vie très bien, pas forcément avec les HAV. Dans le cadre d'une activité libérale, on nous demande parfois d'effectuer les toilettes mortuaires parce que c'est des patients qu'on a suivis pendant longtemps, etc. Ouais. Moi, j'avais une petite question que je me pose depuis des années. Est-ce que quand la toilette mortuaire a déjà été effectuée par les soignants au domicile ou dans le service, est-ce que vous refaites de nouveau Pas du tout. D'accord. Pas du tout. Alors, malheureusement, et je dois être honnête là-dessus, je sais que beaucoup de mes confrères vont tout de même le remettre un petit peu aux familles, vont le refacturer un petit peu derrière, ils vont le remettre dans le devis. Ils vont en profiter. Ça m'est arrivé cette semaine. J'ai cherché quelqu'un à domicile en tout début de semaine. Il y avait une infirmière libérale qui, franchement, a fait quelque chose de super chouette pour la personne. Elle a vraiment pris grand soin de la personne qui venait de partir. Elle lui a fait une vraie toilette complète. Elle l'avait remise en couche. Elle lui avait mis tout un bandeau sur la bouche pour que tout puisse rester bien fermé. Elle avait pris soin de lui fermer les yeux aussi. Nous, on est arrivés en tant que pompe funèbre, on n'avait plus rien à faire. Elle était belle. Elle était belle comme ça. Et pour nous, ça s'arrête là. Ça serait pas normal de refaire une toilette derrière. C'est déjà largement suffisant ce qui a été fait à ce moment-là. Une fois que la personne est transportée, elle est placée dans des endroits prévus pour ça. Donc elle va pas, voilà, elle va pas se décomposer, elle va pas partir dans quelque chose de moins chouette. Que ce soit un salon ou qu'il n'y ait pas de salon derrière, elle sera toujours aussi belle et présentable que juste après la toilette, quoi qu'il advienne. Ah oui, j'avais une question sur les pacemakers. Oui, Euh, oui. C'est compliqué, les pacemakers. ouais, Non. toujours dans le cas de décès à domicile, moi je me suis déjà retrouvée dans des situations un peu compliquées en fait, où en fait les pompes funèbres refusaient d'enlever le corps à partir du moment où on n'avait pas enlevé. Alors c'était pas un pacemaker, c'était un défibrillateur implanté en fait. Ah, bon, alors normalement, on n'est pas censé refuser. On peut largement, nous, en tant que pompe funèbre, intervenir avec la personne qui a toujours un pacemaker comme un défibrillateur. Ça ne change rien pour nous pour pouvoir faire un transfert.
puisque ensuite, une fois que la personne est en chambre funéraire, ou peu importe le terme, mais voilà, au funérarium, et ben nous, on fait intervenir un de nos sous-traitants, et qui est un thanatopracteur. Les thanatopracteurs, ils ont autorité pour pouvoir intervenir et faire des enlèvements de pacemakers, pour pouvoir ensuite les faire retraiter, parce que c'est surtout ça qui est très C'est ça. compliqué. C'est pour ça que la pompe funèbre n'a pas envie forcément de prendre en charge la chose, parce qu'ils ne savent plus quoi faire ensuite du pacemaker. Mais si elle est affiliée au bon thanatopracteur et que la personne en prend ensuite la charge, le pacemaker est enlevé dans les bonnes conditions. Le défibrillateur ou peu importe, même si ça peut être une poche, peu importe, hein, mais tout est enlevé dans les bonnes conditions ensuite par un thanato. C'est pas la pompe funèbre qui peut le faire. Nous, on n'a pas autorité pour faire ce genre de choses. Alors, je saurais le faire, parce que, bon, plus jeune, j'ai dû le faire une fois ou deux, faut un peu se dépatouiller sur le moment avec le thanato à côté. Bon, voilà, peu importe, mais c'est aujourd'hui un thanatopracteur qui le fait. Certaines pompes funèbres, très grandes, euh, qui sont conséquentes, qui ont de grandes équipes ou autres, ont un thanatopracteur à disposition. Mais je vois que sur tout le Bas-Rhin, j'en vois deux, non, une, allez, ouais, deux maximum qui auraient un thanatopracteur à disposition, qui pourraient intervenir pour le faire. Sinon, bah, c'est un sous-traitant, c'est un thanatopracteur, et qui, franchement, il y en a un seul dans toute l'Alsace et jusqu'à Belfort, et il suffit largement, quasiment, pour toutes les sociétés de pompes funèbres d'Alsace et encore plus bas. Mais aucun problème pour intervenir à domicile dans ce cas-là, vraiment pas. Ils devraient pas tiquer, ils devraient juste prendre en charge la personne, normalement. D'accord. Même si ça leur fait un peu peur. On a les professionnels pour. Il faut les utiliser, ils sont là pour ça. Alors, j'en profite, comme il n'y a pas de questions, je viens juste sur les données légales, parce que ça peut être intéressant quand on part et qu'on va chercher quelqu'un. C'est pour les transports en avant mise en bière. C'est les transports qu'on fait depuis le domicile. Quand vous êtes infirmière libérale, on a acheté aussi à l'hôpital, peu importe le décès, dans tous les cas. Euh, on a le droit de chercher quelqu'un sans le cercueil seulement 48 heures après le décès. Une fois ce délai passé, on n'a plus le droit, nous, en tant que pompe funèbre de qui que ce soit, de toute façon, de déplacer quelqu'un. Il faudrait le faire avec un cercueil, quoi qu'il arrive, et faire fermer le cercueil sur le lieu de décès à ce moment-là. Si on fait un transport en avant-mise en bière, donc dans les 48 heures, dans le délai légal, ce transport-là, il doit aussi se faire avec une housse, transport biodégradable. Ça, c'est la loi. On est obligé de faire ce transport-là avec une housse, quoi qu'il advienne. Il le faut. Il faut aussi, pour nous, en tant que pompe funèbre, déclarer le transport aux mairies, du lieu de transport et du lieu d'arrivée, tous les cas. Si c'est Strasbourg, c'est Strasbourg. Voilà. Si c'est Strasbourg, j'ai carrément fait les deux aussi. Et il nous faut le certificat de décès du médecin. La pompe funèbre part avec, à chaque fois. Alors des fois, ça peut faire un peu mince, pourquoi est-ce qu'ils le prennent? C'est la loi, il le faut. Puisque nous, à domicile, on va mettre un petit bracelet au poignet de la personne. À l'époque, c'était la police qui venait le faire à domicile. Ils venaient mettre un bracelet et le sceller sur place. Ils le font plus depuis 2009 maintenant. Et c'est nous qui avons la responsabilité pour le faire. Le certificat de décès plus le bracelet permet de certifier qu'on fait le transport de la bonne personne et qu'on est bien dans le respect de la loi. Bon, même si, voilà, une rigueur, un petit peu de confiance qui se fait en place, tout de même. Mais oui. Le délai légal qui est juste en dessous, je le laisse. Mais ce qui est important, c'est que si on dépasse le délai de 48 heures, il faut une vacation de police. Il faut faire intervenir la police pour faire sceller le cercueil. Il faut mettre des scellés dessus. Pour toute crémation, si la famille faisait une crémation au bout, il faudra qu'on mette des scellés sur le cercueil, quoi qu'il advienne. S'ils veulent une inhumation, c'est un cas rare. Si la personne décède dans la même commune, qu'elle est transportée dans le funérarium de la même commune, que l'église se passe toujours dans la même commune et que les cimetières aussi, il n'y aura pas besoin de vacation, de police, pas besoin de scellé. C'est le seul et unique cas encore en 2022 où c'est possible. Sinon, il y aura toujours un scellé sur le cercueil. À partir de 48 heures après le décès, il le faut, sceller le cercueil, et dans tous les cas, c'est une crémation, il faut le faire. Et si c'est une inhumation en dehors d'une commune, aussi. C'est un peu compliqué comme truc, mais bon, c'est une gymnastique qu'on doit faire. La mise en bière immédiate, ça peut arriver, parce qu'on peut avoir une maladie un petit peu plus extravagante. Ça peut se passer, ça m'est arrivé. J'ai dû faire une hépatite, ce genre de choses à domicile. C'est largement possible. Là, nous, en tant que pompe funèbre, on doit venir avec un cercueil à domicile,
Et ça m'est arrivé, hein. J'étais au 12e étage dans un immeuble, il fallait monter avec un cercueil au 12e étage. Tous les décès Covid, pendant la période Covid, il fallait arriver avec un cercueil, faire une mise en bière à domicile, dans la chambre de la personne, à la seconde, quoi qu'il advienne, sans possibilité de salon, de se recueillir ensuite pour la famille, pour rien. C'est assez inhumain, certes, mais c'est dans ce cas-là. Pour certaines maladies, celles qui sont notées, il faut un cercueil en zinc à l'intérieur avec un filtre épurateur, plus un cercueil en bois encore autour. Il est scellé sur place, il est fermé sur place, quoi qu'il advienne. Bon, c'est des maladies qui sont un petit peu moins répandues maintenant aujourd'hui tout de même, mais ça m'est déjà arrivé, là, dans les 15 années, je l'ai déjà vu. Et une mise en bière immédiate dans un cercueil simple, donc dans un cercueil en bois classique, et ben ça arrive aussi. Bon, pendant toute la période Covid, bah là, on se doute bien que c'est arrivé pléthore de fois, et qu'il faut expliquer aux familles qu'à domicile, il faut fermer un cercueil. Alors, si les gens partent avec une housse à la seconde comme ça, et qu'elle venait pas avec le cercueil, c'est qu'il y avait un petit problème légal derrière aussi. L'entreprise dans laquelle je travaillais à ce moment-là, je sais qu'ils l'ont fait beaucoup, parce que c'est très compliqué pour eux à organiser, parce qu'il faut que le conseiller funéraire en fait vienne à domicile tout de suite, pour déjà parler de l'organisation des obsèques, parler du choix du cercueil, ce qui est hyper difficile à gérer sentimentalement pour les gens, mais effectivement, il faut faire une mise en bière immédiate d'un cercueil simple, sans délai. Quoi qu'il advienne, il faut une fermeture impérative dans ces maladies-là. Et ça me semblait important parce que ça peut vraiment arriver à domicile dans pas mal de cas, comme à l'hôpital aussi, comme dans une maison de retraite. Voilà, ouais. Voilà. Ma dernière auto-question, un petit peu, dont je voulais parler. Il y a un certain nombre de personnes qui vous remercient pour votre clarté. Avec grand plaisir. Bah, c'est un milieu où il faut être clair quand on parle aux gens, parce que sinon ils sont d'autant plus perdus. Et ils ont besoin de clarté, donc j'essaye toujours au maximum, même si on rentre dans beaucoup de détails et que j'ai fait du coup qu'un quart de ce que je voulais traiter. Je le faire avec clarté, donc avec grand plaisir. Et puis j'en suis ravi, en tout cas. Et puis c'est que plus utile pour moi en tant que professionnel, parce que je viendrai intervenir à domicile que des personnes soient prévenues de ce genre de choses. Et puis tout autant pour les personnes qui interviennent à domicile, qui sont au premier contact tout de suite, voilà, d'intervenir avec quelques notions en plus et de bons contacts ensuite et de bonnes notions à transmettre aux pompes funèbres quand elles arrivent ensuite pour prendre le relais. Donc c'est un échange qui me paraissait important. Donc, je vous remercie aussi de m'avoir invité pour ça. Bah, écoutez, merci beaucoup. Merci à tous les participants qui sont à chaque fois un peu plus nombreux. C'est très agréable pour vous, j'espère, et pour nous en tout cas. Et ben comme dans notre habitude, on vous fera un replay de ce webinaire dont le lien vous sera transmis très rapidement. Et ben, écoutez, je vous remercie pour votre intervention. Merci aux participants. Et puis je vous dis au mois prochain alors pour le 18e webinaire du réseau. Bon après-midi. Au revoir.